Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers passionnant de l'étude posturale dans le cyclisme, une pratique essentielle pour tout cycliste qui souhaite justement atteindre ses objectifs avec confort et efficacité. Et nous nous trouvons dans les locaux, dans les bureaux de Morphologix Postural System. Un grand merci pour l'accueil. Et puis on va parler justement, on va rentrer dans les détails de l'étude posturale, pourquoi il est important de faire son étude posturale, quelles sont les conséquences, les différentes manières, les différentes techniques. On va parler de tout ça, mais dans un premier temps, je laisse la parole à la personne qui m'a gentiment reçu aujourd'hui. Bonjour, merci pour l'accueil. Et puis la première question que j'ai à te poser, c'est justement, comme je le fais systématiquement pour les auditeurs, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien, déjà bonjour Arnaud, merci pour ce podcast et je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. Je me présente, donc William Le Gouellec, je suis cofondateur de la société Morphologix avec Michel Le Gouellec qui est aussi mon papa. On a créé la société en 2015. Ce siège est basé à Saint-Malo. On est de fabrication, donc c'est une fabrication française. On a développé plusieurs outils qui permettent de mesurer soit le corps humain, soit le vélo, couplé avec des algorithmes qui vont nous permettre en fait donc de régler la position sur différents types de pratiques comme la route, le triathlon, le contre-la-montre, gravel, VTT, avec les différents types de pratiques VTT, et bien sûr aussi en passant par l'ajustement de selle, la mesure de la selle, le réglage des cales et le poste de pilotage. Parfait, ça m'a suggéré plein de questions, mais la particularité, puisque là, au moment d'enregistre, moi je suis là dans tes bureaux depuis ce matin, eh bien c'est la première fois, alors j'ai fait plusieurs études posturales ou plusieurs réglages de position, mais c'est la première fois que, en tout cas, ça se passe de cette manière. On rentrera dans le détail tout à l'heure, où je te poserai la question justement pourquoi tu as fait cette manipulation plus qu'une autre, mais c'est la première fois où, sur une étude posturale, je ne suis pas monté sur mon vélo et je n'ai pas pédalé. Alors habituellement, avec les études posturales que j'ai pu faire par le passé, la dernière remonte de mémoire à 5-6 ans, on me demandait de monter sur mon vélo et de rouler, et là il y a des ajustements qui se faisaient. Là, à aucun moment je ne suis monté sur mon vélo, et pourtant mon vélo est réglé à mes cotes, et justement tu expliqueras comment tu as fait ce réglage-là. Donc merci William pour cette présentation. Mais l'autre question que j'ai à te poser avant de rentrer plus en profondeur dans l'épisode, c'est pourquoi il est aujourd'hui important de faire une étude posturale ? Aujourd'hui, en fait, alors pour plusieurs choses. La première, c'est les points d'inconfort qu'on peut trouver, surtout quand on démarre le vélo. On pense que faire du vélo, c'est juste appuyer sur les pédales, pousser. Et au final, on les voit surtout sur les primo-accédants. C'est de démarrer le vélo par un vélo d'occasion ou un vélo entrée de gamme. Très vite, ces personnes-là vont se diriger vers une étude posturale pour deux raisons. Une, pour limiter en fait les points d'inconfort qu'on a sur le vélo. Et puis deux, en fait, pour choisir son nouveau cadre, parce qu'ils auront testé la limite technique du vélo, le poids, le rendement, ou la forme ou la taille des composants. Et donc du coup, pour acheter un nouveau vélo, aujourd'hui, on va mettre quelques milliers d'euros sur la table. Et donc on n'a pas envie de se tromper dans la taille du vélo. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième profil de personnes qui viennent nous voir, c'est aussi pour améliorer donc, le confort, la performance. Je dirais d'abord la santé et le confort, et la performance viendra ensuite. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de me poser la question, est-ce qu'on ne fait pas les choses, pas aujourd'hui, la matinée qu'on a passée ensemble, mais de manière générale, est-ce qu'on ne fait pas les choses à l'inverse ? C'est-à-dire que, quelle est la proportion de personnes qui vient te voir pour un réglage de position alors qu'il a déjà son vélo, comparativement aux personnes qui veulent faire l'acquisition d'un vélo ? Parce que j'ai la sensation, mais ça c'est peut-être très personnel, et je me trompe peut-être, mais qu'aujourd'hui on fait une étude posturale parce qu'on a un vélo, puis on se sent pas bien dessus. Donc on aimerait justement faire des ajustements. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. En fait, parce qu'on ne fait pas les choses à l'envers. Parce qu'on ne devrait pas faire son étude et après faire l'acquisition de son vélo à ses cotes réglées. Complètement. Enfin, systématiquement, dès qu'on m'appelle en me disant « Est-ce que c'est possible de faire l'étude posturale avant d'acheter le vélo ?» Je leur dis « Mais c'est la meilleure chose à faire. » Parce qu'en fait, quand vous allez faire l'étude, vous allez pouvoir avoir la sélection recommandée de la largeur de selle,
des longueurs de manivelle, la largeur de cintre, longueur de la potence, et puis surtout, il y a la géométrie du cadre. Donc quand on parle de géométrie, c'est un parallélogramme déformable avec des angles au niveau du pivot de fourche, au niveau de la fourche, mais aussi au niveau de l'angle de tube de direction. Donc c'est un parallélogramme déformable. Et il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, vous étiez en M dans un vélo, vous alliez voir 90-95% des marques du marché, vous étiez en M partout. Aujourd'hui, dans la même marque, si vous prenez un vélo endurance, un vélo, on va dire, type léger de montagne ou un aéro, vous pouvez potentiellement passer sur 3 tailles différentes. Donc vrai. du coup, on est un peu... les cyclistes, quand ils veulent acheter un vélo, sont un peu désarçonnés par rapport à ça, quoi. Et toi, quelle est la proportion aujourd'hui, justement? Alors, moi, aujourd'hui, je suis dans cette démarche. Je suis venu te faire régler mon vélo qui va être destiné full gravel, puisqu'il était polyvalent auparavant, et comme je l'expliquais sur le podcast, ça c'est dans les rêves, qu'un vélo, tu changes de roue et tu repars et tout va bien. Non, généralement, tu as plein de réglages à faire et c'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui, effectivement, je m'oriente sur plusieurs vélos plutôt que ce que j'ai depuis maintenant 3 ans. Mais plusieurs vélos, et dans cette optique-là, justement, qu'on se rend compte pour faire l'acquisition. Et j'hésite entre plusieurs marques, et donc tu vas savoir me conseiller sur, en fonction de la géométrie du cadre, celui qui me convient le mieux. Mais la proportion pour toi, aujourd'hui, dans la clientèle que tu as, combien de pourcents ont déjà un vélo et combien de pourcents pour faire l'acquisition d'un nouveau vélo? Ouais, je veux dire, je suis pas trop mouillé, je vais faire un 20-80, l'autre Pareto. 80% ont déjà un vélo? Ouais, 80%. Ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, merci pour ton podcast, c'est de démocratiser en fait l'étude posturale. Il y a encore trop de personnes qui ont des idées reçues sur l'étude posturale, ou voire qui n'ont pas d'idée du tout parce qu'ils ne connaissent pas en fait ce service-là. Donc ça devient de plus en plus commun de faire des études posturales, mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas fait le pas et qui ont des idées et qui restent un peu loin en fait de ce service, alors que voilà, ça devrait devenir en fait quelque chose de tacite, ou quelque chose presque un passage obligé, quoi. Très clairement, on devrait même avoir, je pense que tout vendeur de cycle, quand on vend un vélo, on devrait s'assurer qu'il correspond à la clientèle, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on est encore loin, effectivement, 80%, c'est un gap très très important, mais on rentrera, parce qu'on parle de l'étude posturale, mais il y a aussi des chaussures dont on parlera tout à l'heure. Donc ça aussi, moi c'est la première fois, c'est pour ça que les études posturales, je m'en étais éloigné, parce qu'on ne faisait que de me régler la hauteur de selle ou le recul de selle, très clairement. Et à chaque fois, c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, où tu estimais à 15 sorties pour que le corps s'adapte. Et je suis très patient, c'est reconnu. Et au bout de 2 sorties, je redescendais ma selle parce que justement, on me la remontait à chaque fois et j'avais la sensation de pédaler sur la pointe des pieds. Et là, c'est la première fois qu'on m'ajuste la selle, justement, qu'on me la baisse. D'habitude, on me la remonte et j'avais vraiment l'impression de pédaler sur la pointe des pieds et t'es pas du tout à l'aise. Et ce que tu m'as expliqué, le système d'avoir un nombre de sorties minimum pour que le corps s'adapte était très intéressant pour en parler. Mais au niveau de l'étude posturale, donc tu m'as donné quelques directions, et moi j'avais noté effectivement, alors certes il est important de faire son étude posturale, mais surtout l'impact que ça pouvait avoir sur la performance, l'efficacité, la prévention des blessures, la santé. Si on pouvait parler justement, pour les gens qui nous écoutent, il y a différentes catégories, les gens qui sont sur de la performance, les gens qui sont sur du social, et donc de surtout pédaler en étant bien sur son vélo, tout simplement confortable. Mais pour les gens qui font de la performance, comment tu peux, à travers une étude posturale, optimiser la performance et l'efficacité? C'est vrai que c'est la première fois également, et après je te laisse la parole, qu'on me pose la question, quel type d'effort je veux faire? Performant, intermédiaire ou confort? Tu m'as posé cette question? Ouais, c'est exact. Alors dans la gravel, dans l'étude gravel, on a trois niveaux en fait de performance. Dans d'autres positions sur la route, on va monter jusqu'à 4. En fait, on est en opposition avec une position hyper confortable où d'un côté on va avoir la berline, des sièges en cuir très confortables, et puis de l'autre côté la Formule 1 où on va être plutôt orienté très performance. Dans les deux cas, en fait, on est dans une colonne où on va respecter l'intégrité du cycliste, savoir, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu vois, on fait vraiment attention à une distance hauteur selle-cintre. Donc on va donner en fait une attribution de données maximum, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas aller dépasser en fait cette data-là. On peut être plus haut, plus confortable, mais jamais plus bas.
Pourquoi ? Parce que du coup, en fait, on va comprimer les artères iliaques, on va comprimer en fait le diaphragme, donc on va limiter en fait l'afflux pulmonaire et aussi l'afflux de sang. Si le sang circule pas bien, l'oxygène circule pas bien. Donc oui, on fait attention à ça et effectivement, donc il y a sur la position gravel, on a trois niveaux en fait de performance. Et puis l'impact aussi de la position du cycliste sur le vélo, et là on parle de performance et d'efficacité notamment, ça va surtout être dans j'allais dire les watts, mais le développement de la puissance, parce que la position, en fonction, on parle aussi du recul de selle, de la hauteur de selle, mais cette position-là, est-ce qu'elle a un impact significatif sur le fait que le cycliste puisse développer un maximum de puissance ou être freiné justement par ça ? Sur la puissance, en fait, dans tous les cas, en fait, la position en fait va passer par une intégration en fait de cette nouvelle position. On va avoir une nouvelle cinématique. La nouvelle cinématique va induire en fait un recrutement de chaînes musculaires peut-être différent et un recrutement aussi des neuroconnecteurs, et donc du coup en fait on va être obligé d'observer une quinzaine de sorties pour intégrer cette nouvelle position, un peu comme si on était en convalescence, on se fait opérer, on va pas aller tout de suite chercher la mesure des watts ou faire des 200 mètres départ arrêté pour voir si la performance est meilleure. Au contraire, on va profiter de cet instant-là pour retravailler un peu ses gammes comme un pianiste, travailler la qualité, l'efficacité du pédalage, les appuis sur la selle, les appuis sur le cintre, de façon à, un peu comme un pianiste, refaire ses gammes et d'aller chercher en fait le mouvement parfait. Une fois qu'on a intégré cette position, après on va pouvoir reconstruire un cycle peut-être avec son coach pour aller chercher des objectifs et remettre de la charge de travail. Mais cette position confortable, ou en tout cas dans l'intégrité du cycliste, doit permettre en fait de pouvoir justement digérer en fait une charge de travail qui n'aurait pas pu être digérée avec une mauvaise position. Alors bon, c'est multifactoriel dans tous les cas, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez la bonne position que vous allez absorber n'importe quelle charge de travail, bien sûr, mais ça aide. Ça aide. C'est vrai que tu parlais du coup de pédale, on en parlait tout à l'heure également quand tu me faisais justement les réglages, c'est que beaucoup aujourd'hui ne se contentent que d'appuyer sur un coup de pédale. Alors je pense qu'aujourd'hui la référence c'est Wout van Aert, qui a une souplesse de cheville juste incroyable, et il suffit de l'observer pédaler avec les caméras qui les suivent de manière très en travelling, on va dire, donc tu peux vraiment suivre le coureur de côté très très longtemps. On voit vraiment qu'il a cette souplesse de cheville, de pousser, griffer justement et d'engager le genou pour relancer sa jambe, et ça c'est incroyable, et je pense que ce que tu as dit est très juste, c'est-à-dire prendre le temps à faible intensité de vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'on pédale, comment est-ce que j'appuie, est-ce que je tire, est-ce que je viens griffer, justement cette image de venir griffer et ensuite engager son genou. Est-ce que tu as un conseil sur ça justement pour optimiser ce coup de pédale? Le coup de pédale, généralement, justement, après l'étude posturale, quand on observe ces 15 sorties, l'idée, on peut faire des petits exercices. Alors, on le voit aussi sur Swift maintenant, parce que j'ai plusieurs clients qui me disent « Ah oui, effectivement, sur Swift, on propose ces exercices de pédalage. » Programme d'entraînement. Donc, on va pédaler, en fait, en essayant de griffer sur un terrain plat ou avec une légère pente. L'idée, c'est de rouler, une trentaine de kilomètres, de rester à vitesse constante et de mettre plutôt grand plateau, milieu de cassette à l'arrière ou peut-être un tout petit peu plus bas, et on va commencer à travailler. On va rouler peut-être à 30, 33, 35 suivant les uns et les autres. Mais l'idée, en fait, c'est de vraiment griffer sur l'avant du pied, d'avoir ce travail en fait de cheville qui va être concomité en fait avec un travail de genou. Donc le genou en fait va partir vers l'avant et on va pousser, tirer. Et puis, sur ces séances de 3 à 5 minutes, on va aussi peut-être faire un exercice sur une jambe, ce qui va, pour avoir effet avec le braquet, de vouloir grossir en fait ce geste-là. Donc toujours à l'image du pianiste, on va essayer de parfaire le geste de la meilleure façon possible. On va même le grossir de façon à bien l'intégrer. Et puis après, avec une jambe d'à côté, une jambe de l'autre, et puis les deux jambes en même temps. Et donc naturellement, en fait, quand on va avoir un pédalage plus efficace, durant cet exercice-là, on va avoir tendance à accélérer. Donc le but, c'est de ne pas accélérer, parce que la vitesse, quelque part, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir en fait un coup de pédale propre,
à la voûte Van Aert, comme on peut voir à la télé, et surtout d'être efficace. Et donc le fait de grossir à l'instant T sur ces périodes de montée en gamme, quand vous allez être en pleine vitesse, en plein effort, vous allez être moins propre dans votre geste, et le fait de l'avoir grossi à l'entraînement, du coup vous garderez en fait une certaine exécution propre dans le geste. Et c'est vrai que ça demande quand même une grande concentration. Pour essayer de bien analyser justement son geste, ça demande une très grande concentration. Et je l'avais déjà évoqué sur le podcast. L'expérience que j'avais eue en Italie, justement, où il n'y a que là-bas où je l'ai vu, c'est cette possibilité de déclipser en fait, le pédalier, en pédalant justement, de déclipser une des deux manivelles pour ne faire tourner que l'autre. Et ça permet de travailler justement une seule des deux jambes. Et on parlait justement également donc de l'étude posturale, bien évidemment, de la performance, de l'efficacité, mais il y a aussi l'impact sur la prévention des blessures. C'est vrai que trop de personnes viennent voir les personnes pour se faire régler une posture sur le vélo parce qu'ils ont mal à un genou, à l'intérieur, à l'extérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, William, sur l'étude posturale en lien avec le confort et la prévention des blessures ? Sur la prévention, alors ça c'est toujours quelque chose qui me fait un peu sourire, c'est que quand je reçois les cyclistes qui viennent, souvent donc on fait un petit état des lieux, donc on évalue par exemple le type de performance, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi les blessures, les antécédents médicaux qui vont être pris en compte en fait dans l'étude posturale, mais aussi en fait à prime abord en fait le cycliste va pas forcément évoquer en fait des douleurs à l'assise, des douleurs aux pieds, des douleurs aux genoux. Donc du coup on va essayer de faire un scan logique en partant des pieds, genoux, du bassin, de l'assise, les tissus mous, le plancher pelvien, le sacrum, le carré lombaire, les cervicales, les trapèzes, les avant-bras, tout ça on va scanner. Et souvent en fait la réflexion faite de certains cyclistes, c'est de dire j'ai mal là, mais comme tout le monde, comme chaque cycliste en fait. Et je leur dis non, pas comme tout le monde. Et en fait, bien souvent, dans la pratique du vélo, ces personnes-là ont intégré que la pratique du vélo fait mal, par exemple, au lombaire, ou fait mal au genou, ou fait mal à l'assise, au niveau des tissus mous. Au niveau des pieds également. Au niveau des pieds, ouais. Ou au niveau des pieds. Et pour eux, c'est normal. Ils ont intégré ça dans leur pratique du vélo. Et donc dans la conversation, ils sont surpris quand je leur dis que non, pas du tout, on peut faire du vélo. Alors bien sûr, sans avoir mal, en tout cas d'un point de vue articulaire, qu'on se fasse mal aux jambes, parce que on s'est fait une bonne partie manivelle, c'est normal, mais d'avoir des douleurs de part et d'autre et de s'abîmer, non, c'est pas normal. Et est-ce que tu es capable, en tant que professionnel, en fonction d'une douleur, si je te dis par exemple, moi j'ai mal à l'intérieur du genou droit, est-ce que tu es capable de me dire si c'est la hauteur, le recul ? Je te donne cette anecdote parce qu'encore la semaine dernière, j'étais en stage en Espagne, avec Dans la tête d'un cycliste d'ailleurs, qui organisait son premier stage en Espagne. Et puis on était une trentaine autour de la table, on discutait justement. Et puis il y a un coureur qui revient dans l'entraînement, qui se dit « Ah, ça me tire un peu à l'intérieur du genou et tout ». Et là, j'entends une personne qui dit « T'es trop, il faut que tu baisses ta selle ». Et ça me fait sourire parce que tu vois, donc est-ce qu'il y a une douleur, j'allais presque dire systématique, que tu peux relier à comme ça une hauteur, un recul, ou alors est-ce qu'on est dans le délire total et c'est un peu de la psychologie de comptoir, tu vois ? En toute honnêteté, quand tu as une douleur qui s'inscrit quelque part, ça te donne des pistes, des pistes de réflexion. Mais de mettre le doigt tout de suite en ayant une certitude à 100% de là d'où vient la douleur, non, c'est une approche multifactorielle. Un mauvais réglage de cale, ça peut être aussi, par exemple un mal de genou, ça peut venir de la hauteur de selle, mais ça peut venir aussi d'un réglage de cale, ça peut venir quand on parle de la selle, donc c'est le recul, la hauteur. Est-ce que la personne, elle est bien assise sur sa selle, elle se déhanche pas ? C'est pas qu'un seul point. Ça donne des pistes, bien sûr, et ça va nous permettre d'avoir des points d'attention. Mais de dire comme ça avec aplomb, c'est ce problème-là, c'est pas si évident que ça quand même. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris sur cette introduction à l'épisode, on a quand même creusé un petit peu. Vous avez pu prendre, je pense, conscience de l'importance de l'étude posturale dans le cyclisme, mais on ne peut pas du tout sous-estimer, que ce soit juste pour améliorer ses performances, assurer un confort, prévenir des blessures. Optimiser sa posture sur le vélo est quand même essentiel pour tout cycliste qui souhaite juste explorer les routes, se faire plaisir et profiter des sentiers des routes en toute confiance. Si je reviens sur l'expérience que j'ai eue ce matin, William, c'est le réglage des cales. Explique-nous quelle est votre méthodologie
pour régler des cales parfaitement conformes, on va dire, à la morphologie du cycliste. Parce que moi, j'ai déjà évoqué sur le podcast, effectivement, et on est tombé d'accord, on a 2 pieds, mais qui sont totalement différents. Donc, explique-nous quelle est votre méthodologie, justement, pour faire de réglage de cale. Quelle est la première chose que tu as fait ce matin quand tu es arrivé ? Alors, le réglage de cale, donc nous on a développé en fait un appareil qui s'appelle le ML-Clit, Morphologic Clit, qui va nous permettre en fait de déterminer le pied en charge, la mesure en fait de l'arrière du talon jusqu'à l'axe du métatarse. Grâce à cet appareil, en fait, on va reporter cet appui-là comme si on avait le pied dans la chaussure, ce qui a pour effet d'annuler le galbe de la semelle et l'épaisseur du talon. Donc on va arriver en fait avec une mesure pied droit et une mesure pied gauche. Et donc du coup, on est rarement symétrique. Souvent, moi je vois l'erreur, c'est qu'on prend les 2 paires de chaussures. Alors, est-ce que mes chaussures sont bien symétriques ? Très clairement, ça c'est sûr. Au final, les appuis, si on a des différences que j'ai mesurées à pratiquement 2 cm d'écart, alors c'est pas sur la totalité du pied, on parle bien de l'os du talon jusqu'au point d'appui de la palette métatarsienne. Donc quand on a 2 cm d'écart de différence, forcément les appuis peuvent que être différents. Et si on règle symétriquement, il y a un pied qui peut être bien réglé et le deuxième pied qui va essayer de s'accommoder en fait du réglage du premier pied. Et ça dérègle tout le corps humain. Ça dérègle toute ta manière de pédaler, forcément, parce que l'appui sera pas le même. Tu vas compenser, donc tu vas changer ta position. Bien sûr, le corps, lui, il n'est pas compliqué, il s'adapte à tout, donc forcément, si on a des gros décalages au niveau des pieds, le bassin, il va y avoir des répercussions de part et d'autre. Alors c'est vrai que j'ai été sur votre site, et effectivement, tu expliques qu'un cycliste en moyenne tourne à 90 tours minute, les plus performants 110, et que sur une distance d'à peu près 100 km, à 90 tours minute, ça représente 5400 tours de pédale sur 1 heure et environ 18 000 tours de pédale sur 100 km. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, le corps s'adapte à tout, mais on le sollicite quand même énormément. Donc s'il y a un mauvais réglage, très clairement un mauvais réglage, dans la durée, la douleur va forcément être là. Et c'est pour ça qu'on en revient à notre discussion juste avant, de dire j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mains, mais ça c'est normal, ça fait partie du jeu. Bien non, aujourd'hui, une douleur doit être traitée systématiquement. Complètement. Alors, au niveau du pied, c'est vrai qu'en plus, on a essayé de transposer dernièrement la technologie qu'on a avec cet appareil-là à d'autres sports en disant, par exemple dans le foot, avec des crampons, en disant, sur un sprint, le positionnement des crampons, est-ce que la performance peut pas être améliorée, sachant qu'il y a quand même beaucoup de footeux qui achètent des chaussures avec les trous, les perçages pré-réglés, donc sans possibilité de régler leur point d'appui. Et donc dans le très haut niveau, une finale de Champions League, on va dire, voilà, c'est 55 sprints pour un avant-centre. Donc est-ce qu'on peut pas, on peut limiter peut-être les blessures, mais est-ce qu'on peut pas être plus performant dans le sprint ? Voilà, c'était une hypothèse. Et en fait, on s'est aperçu très vite que ça soit le rugby, les pointes en athlétisme ou dans le foot, en fait, le pied est libre quand il va se poser. Donc les contraintes qu'on a nous dans le vélo où le pied n'est pas libre, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est bloqué, une fois que la cale est fixée sur la chaussure et la cale vient s'insérer dans la pédale, en fait, il y a un alignement qui se crée ou un désalignement qui se crée si la cale est bien réglée ou si elle n'est pas bien réglée. Ça va être la grosse différence avec des sports co comme je viens de citer. On peut même aller jusqu'à repercer des trous de serrage, c'est ce que tu disais, c'est ce que tu me disais ce matin ? Eh ben oui, c'est comme si vous allez choisir votre vélo. Si le vélo ne correspond pas à votre taille, ça peut arriver, notamment quand on a des grosses différences entre un pied droit et un pied gauche. Ça nous arrive de temps en temps de repercer la semelle. Alors c'est vrai que des fois sur des semelles, j'ai des chaussures neuves, ça fait mal un peu au cœur. Mais voilà, on va jusqu'au bout de la démarche. On va y chercher cet alignement et donc du coup on va repercer, reposer des inserts si la forme de la chaussure le permet, parce que effectivement on peut avoir des chaussures dont les perçages ne correspondent pas à ses pieds. Et donc du coup c'est même aussi dans l'acte d'achat ce que je recommande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des marques qui proposent des glissières un peu comme ce qu'on a sur les VTT. Au lieu d'avoir 3 points fixes comme les anciens standards, on a des glissières qui permettent d'élargir en fait
la plage de réglage. Et donc du coup, pour nous qui sommes bikefitters, c'est la plage de réglage est plus importante et donc c'est beaucoup plus facile à régler. Ça évite éventuellement de repercer. Dans le même cas aussi, on a la problématique des gens qui ont les pieds larges. La stratégie, c'est surtout pas de prendre une pointure, voire 2 pointures de plus pour que la vie du pied en fait fasse sa vie tranquillement dans la chaussure. Non, en fait, parce que la largeur va convenir, mais la taille de la chaussure n'est pas du tout la bonne, et donc le réglage de cale, c'est plus du tout le même sur une chaussure du 46 et une chaussure du 44, quoi. Exactement, les inserts, la sérigraphie n'est pas toujours, ne correspondra pas. Et donc la meilleure stratégie à adopter, c'est vraiment d'avoir la bonne pointure et d'aller chercher en fait des marques qui proposent en fait des taillants plus larges. Et tout en gardant ces fameuses glissières dont je parlais tout à l'heure. Et ce que tu me disais ce matin également, c'est que généralement, quand tu parles de perçage d'une semelle parce que les inserts ne conviennent pas, c'est généralement sur un pied seulement. C'est pas les deux, justement. C'est ça, hein? Souvent, c'est le cas. Souvent, c'est le cas, ouais. Ouais, souvent, c'est le cas, puisqu'on a des disparités. On est rarement symétrique. Enfin, mis à part ce que tu disais. sur Photoshop, quoi. Dans les magazines, on est symétrique. Mais en réalité... on a beaucoup, on va dire qu'on est peut-être, je sais pas si on parlait de pourcentage tout à l'heure, je vais peut-être dire on est 9 personnes non sur 10. Ouais, 9 personnes sur 10 qui est asymétrique. Asymétrique, ouais. Ouais, ça, je suis totalement en phase avec ça. Et si on est dans la continuité des points d'appui et donc de la position sur le vélo, on a parlé des pieds, hein, l'importance du réglage des cales, ça commence par là très clairement. Mais il y a aussi, si on remonte, la selle, le guidon. Donc là aussi, la selle, c'est est-ce que n'importe quelle selle convient à n'importe quel cycliste? Quelle est l'importance de sa largeur et de sa longueur? Est-ce qu'il va réduire justement les douleurs? Parce que tu es le premier placé pour nous partager ça, mais de nombreux cyclistes, hommes et femmes, on parlera aussi tout à l'heure de la différence hommes et femmes, mais de nombreux cyclistes, hommes et femmes, souffrent de douleurs au niveau de l'appui de la selle. Ouais, au niveau de la selle, en fait, on va mesurer alors déjà, on va mesurer nous, on se base sur les trochantères, donc c'est les parties saillantes à l'extérieur du bassin, qui a une corrélation directe avec les ischions. On va pouvoir sélectionner en fait une largeur. Ensuite, il y a le centre de selle et la longueur de selle. Aujourd'hui, voilà, par exemple, c'était un peu la mode des selles assez courtes, hein, mais qui donnent aussi des centres de selle ou des formes de selle qui sont pas forcément toujours hyper optimum, on va dire, mais oui, on affectionne en fait certains modèles parce qu'on sait que le design est bien fait et après on va venir adapter la largeur surtout qui doit accueillir en fait les deux os du bassin, donc les deux ischions, pour pouvoir avoir un meilleur appui, pour pouvoir appuyer sur les pédales, quoi. Et on reste sur la selle avant d'aller sur le guidon. Est-ce qu'il y a un effet de mode au niveau des selles? Moi, je me souviens d'une période où les selles étaient plates comme la main, comme on dit l'expression, mais vraiment plates. Et puis est arrivé aussi avec le développement de la longue distance, les selles très très creuses. Je pense notamment à la selle Infinity qui nous vient tout droit du docteur Diane, je crois, des US, que j'ai eu la chance de rencontrer, mais qui est un excellent vendeur. Hein, très clairement, il m'a fait un choix américain pour que je ramène 3 selles à l'essai en France. Et quel est l'impact d'une selle creuse, d'une selle plate sur l'effort du cycliste? Est-ce que c'est purement du confort? Est-ce que ça joue un rôle sur les lombaires, par exemple? Est-ce que dans le temps, les douleurs au dos peuvent apparaître parce que la selle est trop creuse? Enfin voilà, quel est l'impact d'une selle plate ou creuse sur la position? Alors, hors pathologie du sacrum, en fait, ce qui va se passer, c'est que généralement, en fait, les selles plates vont plutôt convenir de manière assez générale à des gens qui ont une très bonne rétroversion du bassin, puisque du coup, en fait, quand on va se pencher vers l'avant, vers le poste de pilotage, en fait, le bassin se bascule vers l'avant. Rétroversion, c'est-à-dire que tu vas creuser ton dos, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, ton bassin va basculer vers l'avant. Donc tu vas tendance à creuser le dos et à sortir le torse. Oui, c'est ça. Donc c'est les selles en fait qui vont justement être plutôt arrondies ou semi-arrondies vont pouvoir en fait répondre à des gens qui ont justement peu de rétroversion du bassin. Mais bon, j'ai envie de dire qui peut le plus, peut le moins. C'est en fait l'idée, c'est d'accentuer en fait ce point d'appui pour justement encore en plein effort avoir en fait bien garder contact avec ce point d'appui, quoi. Hors pathologie, si on a une pathologie au niveau du sacrum, au niveau des lombaires, cette compression pourrait devenir une gêne, voire une douleur, là du coup il faut peut-être adapter une autre stratégie. Mais s'il n'y a pas de pathologie, la forme arrondie est plus, pour moi, est plus
Adapté, oui, merci. Ouais. Ouais. Et puis sur le guidon, quel est l'impact également sur la largeur, le fait qu'il soit avec, on voit l'arrivée aussi avec le gravel notamment, ces guidons très larges, mais aussi à l'inverse avec notamment les coureurs cyclistes professionnels, les cocottes qui rentrent énormément aujourd'hui. Est-ce que c'est qu'une question d'aérodynamisme, de confort? On voit aussi les guidons, je pense notamment à Jean-Yves Coupu, qui a un guidon comme ça, j'ai plus le nom, il m'excusera, mais vraiment qui épouse totalement la forme naturelle de la pose des mains. Voilà, quel est ton avis également? Quel conseil tu peux donner sur le choix d'un guidon ou l'impact qu'a le guidon sur la position? Nous, la position, aujourd'hui, elle est donnée pour être mis les mains en bas. De manière basique, en fait, on va partir sur la largeur des épaules. L'idée, c'est d'être en alignement sur la largeur en fait des acromions. C'est sur ça qu'on se base. C'est vrai qu'en gravel, on va avoir en fait des cintres légèrement plus larges. En bas, en fait, surtout pour la stabilité, j'imagine. Ouais, il y a du flair en fait sur la stabilité. Par contre, effectivement, on va accentuer le fait d'élargir en fait les bras. On va agrandir en fait la distance en fait par rapport aux appuis au niveau de la selle. Le fait d'élargir les bras, en fait, ça rallonge la distance. Donc, c'est à prendre en compte au niveau de la longueur de la potence. Au niveau de la course, notamment au niveau des pros, il y a l'UCI qui a mis les deux pieds dans le plat là récemment pour interdire les poignées, enfin les cocottes cornées. Alors, la problématique avec ça, c'est que j'ai l'impression que plus personne mettait les mains en bas, quoi. Tout le monde mettait les mains en haut dans les cocottes pour être plus aéro, mais en même temps, si je descends mes mains un tout petit peu plus bas, logiquement, je suis un peu plus aéro, quoi. Tu sais, avec l'évolution des distances, et notamment la longue distance, aujourd'hui beaucoup, aussi pour se protéger les mains. Je pense notamment à Pascal Bride, qui est musicien professionnel et qui, donc, ses mains ont une utilité très, très importante pour lui. Lui est très, très souvent sur ses aéros, même dans l'ascension du Ventoux, par exemple. Il va utiliser les aéros pour ne pas fragiliser ses mains. Quel est ton avis? C'est pareil, quel conseil tu peux donner sur la position qu'on peut mettre sur ces barres aéro? Alors c'est vrai que devant nous, là, on en parlait tout à l'heure, on a un vélo qui est installé avec une position très agressive, avec des barres aéro qui sont quasiment sur le cintre, alors que maintenant on voit les barres aéro qui remontent quasiment à la hauteur du champ de vision. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet impact sur la position? Il y a eu des phénomènes de mode en fait. Si on regarde un petit peu dans le rétro, c'est vrai que dans les années, il y a une vingtaine d'années, on avait des positions ultra basses. Je me souviens moi de l'équipe Lamapeuil avec par exemple Bartholdi. Bartholdi, c'était extraordinaire. Voilà, on voulait tous ressembler à lui. Dès qu'on avait les mains à la hauteur des mâchoires de frein, on était content, quoi. Puis on recevait les cadres, on coupait tout de suite, on mettait la potence sur le pivot sur la douille de direction et on coupait tout ce qui dépassait, quoi. Moi je me rappelle aussi de Cadel Evans sur un chrono où il avait, je pense qu'il posait ses mains à la hauteur de la roue avant, tu vois. Il était, je crois que c'est l'année où il gagne peut-être, il était une position mais d'une agressivité sur l'avant, mais totalement inconfortable probablement, mais qui faisait l'affaire pour, on va dire, 45 minutes, 1 heure sur un chrono. Mais c'est vrai que ça a énormément évolué, ça. Alors après, tendance, effet de mode, peut-être que les datas sont arrivées et ont donné des directions peut-être. Dans tous les cas, c'est vrai que dans ces années-là, il n'y a jamais eu autant de problèmes chez les cyclistes d'artère iliaque. Il y a eu beaucoup d'opérations parce qu'en fait, la position trop penchée comme ça fait pincer l'artère iliaque. Et donc, du coup, c'était opération, quoi. Donc, les positions, au fur et à mesure des années, sont relevées. Et on le voit bien dans l'arrivée de l'apparition, en fait, si on regarde les vidéos des contre-la-montre dans les années 2012, à partir de 2012, on voit que tout le monde commence à remonter son cintre, quoi. Aussi bien sur une utilisation classique que sur une utilisation en chrono. Et aujourd'hui, quand on voit des gens comme des cyclistes comme Filippo Ganna, on voit bien que le poste de pilotage est beaucoup plus haut versus ne serait-ce que même il y a 10 ans encore. Donc beaucoup plus confortable. Plus confortable, aussi. Ouais. En tout cas, de l'observer, peut-être que lui, il est inconfortable dans sa position, mais elle paraît en tout cas très confortable avec un vrai point d'appui justement sur ses mains pour aller chercher un maximum de puissance. Et ce qui voudrait dire que la position de Remco Evenepoel, notamment, est purement un effet de mode où les cocottes sont... ça ressemble plus à un guidon qu'on pouvait connaître par le passé. Tu vois, les cocottes sont quasiment rentrées à l'intérieur. Là, pour toi, en tant que professionnel, c'est purement esthétique et purement un effet de mode, mais ça n'a aucun intérêt sur la posture du cycliste.
sauf si c'est propre à lui, effectivement. Et... je pense que encore on regarde son style. C'est son style. Et puis encore une fois, je le vois moi dans le triathlon ou dans beaucoup de sports, dans tous les cas, quand il y a quelque chose qui marche chez un athlète qui surperforme, comme Remco, derrière on va copier, quoi. Et ça marche pour les positions, ça marche pour les plans d'entraînement, ça marche pour beaucoup de choses. Et de copier-coller ce qui fonctionne chez l'un sans prendre des critères d'observation ou d'évaluation qui sont propres à chacun, ça n'a pas forcément de sens, quoi. Bon, intéressant d'entendre ton positionnement sur ça. Et puis également, la position est-elle différente pour un homme que pour une femme? La différence homme-femme, tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? On avait fait de nombreux épisodes, parce que c'est un sujet qui nous intéresse très fortement dans la tête d'un cycliste, dans lequel même à titre personnel je suis vraiment engagé et concerné. Donc on a fait beaucoup d'épisodes sur la différence homme-femme. On a fait notamment un épisode, je vous invite à l'écouter, qui a très bien marché, sur homme-femme, mythe ou réalité. C'est-à-dire qu'une femme un jour pourra-t-elle battre un homme dans les mêmes conditions? Donc je vous invite à écouter cet épisode, c'était très intéressant. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la position, puisqu'on a ces préjugés de dire la largeur du bassin, la taille du tronc, la longueur des jambes, tu vois? Quelle est ta position sur ça? Physiologiquement, la morphologie des uns et des autres est propre à chacun, mais par définition, quand je discute autour de moi, on a bien l'idée reçue auquel il faut le tordre le cou, que les femmes ont les bassins plus larges que les hommes. Bon, c'est une idée, mais qui n'est pas forcément vraie. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, quand je les mesure, qui ont un bassin assez fin. Effectivement, la forme du bassin et la capacité de déformation du bassin, notamment pour procréer, chez la femme va être différente. Mais de dire que systématiquement, quand on a badgé ou étiqueté un vélo dit de femme, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? C'est pas forcément. Enfin, la selle femme, pour moi, elle n'existe pas. C'est propre à chacun, il faut mesurer la personne, les membres de cette personne, et on va pouvoir faire pas du sur-mesure, mais d'attribuer une mensuration à chaque personne, et pas par rapport au sexe. Donc pour toi, il n'y a pas lieu d'avoir, je crois qu'il n'y a que Giant qui le fait avec Liv, avec une marque dite dédiée aux femmes, c'est purement marketing en fait, puisque après, tu vas régler avec les périphériques en fonction de la position, mais est-ce qu'il y a vraiment lieu d'avoir un vélo que pour les femmes? Alors en fait, ce qu'ils ont apporté, ce que je trouve intéressant de ce qu'ils ont apporté, c'est qu'en fait, ils ont pas, avec Liv notamment, et sous le prétexte en fait que c'était pour les femmes, ils n'ont pas hésité justement à descendre en taille de composants. En taille de cintre, en taille de potence, en braquet aussi, et en longueur de manivelle. Chose que, en fait, si on prend un homme de la même mensuration qu'une femme sur peut-être 1m60, on va dire une femme et un homme qui a 1m60, potentiellement, ils vont prendre en fait les mêmes longueurs de manivelle, si à mensuration égale, j'entends. Au niveau du braquet, ça va dépendre en fait du type de pratique. Si ces deux personnes sont deux athlètes de haut niveau qui courent à haut niveau, ils vont emmener quasiment le même braquet, quasiment. On va pas avoir des chapes longues avec un 34 à l'arrière. Par contre, de surcroît, chez Giant, chez Life, c'est vrai qu'ils ont descendu en braquet, ils ont descendu en composant, en taille de composant, et on le retrouvait pas forcément dans d'autres marques. Donc voilà, ça a permis d'avancer de ce côté-là, je pense. Oui, je vois ce que tu veux dire. Pas uniquement le cadre, mais tous les composants qui font autour faisaient la différence entre un vélo homme et un vélo femme. Je comprends beaucoup mieux. Donc on a fait le tour vraiment dans les grandes lignes, bien évidemment. Le but maintenant, c'est que chacun fasse son avis et aille sur le site justement de Morphologix Postural System pour comprendre tout ça. Et justement, moi ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de comprendre le chemin d'entrepreneur, de l'idée à la réalisation. Parce que quand je rentre dans la pièce, là où j'étais ce matin, quand je vois le matériel, je me dis que ça a dû nécessiter des années de réflexion, de développement, de tests. Et là aussi, ça marque la différence avec les études posturales que j'ai pu faire par le passé. Là, en venant chez toi ce matin, il y a un vrai écart, une vraie différence dans ce que j'ai pu faire par le passé comme études posturales. Donc, parle-nous de cette aventure entrepreneuriale de « j'ai une idée,
Et si on révolutionnait la manière de faire les études posturales à l'atelier ou la pièce dans laquelle j'étais ce matin, où pour le coup, il y a des capteurs, enfin, j'allais dire, c'est presque des instruments de torture tellement tu vois des trucs de partout, tu vois. Mais en tout cas, je ressors avec un vélo qui est réglé alors que je ne suis pas monté dessus et je n'ai pas pédalé sur Home Trainer. Quelle est votre spécificité ? La spécificité, alors dans la petite... Parle-nous un petit peu de la démarche. Ouais, voilà. la démarche, donc la petite histoire, moi je suis né dans un magasin de vélo en Bretagne à Saint-Malo, mes parents avaient un magasin de vélo, mon oncle qui fabriquait des cadres à l'époque pour Veneto dans le sud-ouest de la France, Veneto qui est devenu en fait Orbea côté Pays Basque maintenant. Alors tout à l'heure j'ai dit marque espagnole, j'ai fait une erreur. Faut faire attention à ce qu'on dit. C'est Pays Basque. C'est comme les Bretons, ils sont fiers de leurs racines. Donc voilà, j'ai grandi dans ces éléments-là, donc magasin de vélo, atelier de réparation et fabrication de cadres sur mesure dans les années 90. À l'époque, c'était la marque Sinom et voilà, donc qui dit cadre sur mesure dit forcément études posturales. Donc ça a toujours été un sujet très important, le bien-être du cycliste sur son vélo dans la famille. Je dis dans la famille parce que c'est une histoire de famille quand on a créé Morphologique, parce que je l'ai créé, comme j'ai dit tout à l'heure, avec mon papa Michel de Golec, en 2015. Donc la genèse, en fait, c'est que à l'issue de cette histoire, on a travaillé avec CIFAC. CIFAC, en fait, donc la genèse, en fait, des algorithmes ont été faits avec Robert Gauthier au Centre médico-sportif à Lyon. C'est passé entre des mains de différents ergonomes et puis nous on a racheté en fait ces algorithmes une fois qu'on avait lancé Morphologique pour les retravailler, notamment on a travaillé avec l'université de Rennes, avec l'ENS, le M2S, et puis on a travaillé aussi avec l'université de Reims dans le cadre d'une thèse avec Geoffrey Milour. Donc ça c'était en 2017, je me perds peut-être un peu dans les dates. Donc voilà, donc on a travaillé ça sur les algorithmes. Mais en fait, en 2015, quand on a lancé avec un premier appareil qui permettait de faire le réglage des cales, qui est le M-Eclite, qui a subi quelques itérations au fur et à mesure. Et quand on a lancé en 2015, on avait donc le premier appareil prêt, qui fonctionnait, prêt à être mis sur le marché. Ensuite, au fur et à mesure, donc mécaniquement, on a continué à développer les produits. Il y avait des produits sur le marché qui permettaient de mesurer le corps, mais qui, selon nous, en fait, n'étaient pas suffisamment précis ou qui pouvaient en fait évoquer des marges d'erreur. Quand on a travaillé, notamment ce que je te disais tout à l'heure, quand on a travaillé sur le développement donc, du ML Size, qui permet de mesurer les segmentations articulaires. C'est la clé aujourd'hui, je pense, de votre... quand je dis la spécificité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas monté sur mon vélo, je n'ai pas pédalé, tu ne m'as pas observé, tu n'as pas fait des modifications. Ouais. C'est parce que justement, tout se fait à côté du vélo, par ces mesures que vous prenez avec cet outil-là. Alors, ouais, en premier temps, ouais, la première partie, tu as tout à fait raison, la première partie, en fait, on a développé cet appareil-là qui permet d'être vraiment précis de l'ordre du millimètre. Et puis pour la petite anecdote, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, quand on a travaillé sur le projet, il s'avère qu'à Saint-Malo, il y avait l'expert de chez Microsoft qui était chez Saint-Malo, qui avait remporté un concours de start-up avec Red Bull. Et donc du coup, j'ai eu un échange avec lui sur la possibilité d'intégrer en fait de la Kinect pour capter justement de manière très ludique et d'un point de vue expérience client un peu avec un wow effect. Et là, il m'a dit non mais William, je t'arrête tout de suite par rapport à ce que tu veux faire. Tu veux être précis de quel ordre? Donc je dis nous, il faut qu'on soit au millimètre près. On veut être le plus précis possible. Et avec la Kinect, en fait, on était précis de l'ordre du centimètre. Donc 1 centimètre multiplié par le nombre de points qui sont mesurés, à la fin, on peut avoir des écarts énormes. Énormes. Donc du coup, on a laissé cette solution-là de côté et on a travaillé en fait avec plutôt des capteurs qui fonctionnent avec une tablette et qui permet en fait de venir capter, enfin d'enregistrer en fait différents points en même temps. Ces différents points en fait sont transmis à nos algorithmes sur une plateforme et ces algorithmes qui ont été développés, donc comme je disais initialement au centre médico-sportif, vont permettre en fait de pouvoir positionner, d'avoir un premier rapport, le rapport de positionnement avec la recommandation des longueurs de manivelle, largeur de cintre, la largeur de selle. Un rapport de positionnement. Donc ça, c'est le premier rapport. Le deuxième rapport va être, lui, un rapport de géométrie de cadre idéal, qui, à la base, en fait, était fait pour justement aller faire des cadres sur mesure.
Donc soit effectivement on va vers un cadre sur mesure parce que c'est le cas sur des vélos titane, des vélos carbone. Aujourd'hui on travaille avec Sifac, on travaille avec différents avec Obius, avec différents cadreurs qui vont se servir en fait de cette géométrie-là pour faire un cadre sur mesure. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de géométries qui existent sur le marché où on va pouvoir shortlister si tu veux un cadre ou si tu hésites entre 2-3 marques. On va pouvoir en fait valider si le modèle en termes de géométrie, donc en termes de angulation au niveau de la fourche et angulation par rapport au tube de selle, au niveau du poste de pilotage, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher les points dans l'espace au niveau de ton pilotage et pareil au niveau de ta selle en termes de recul, hauteur de selle, est-ce que tout ça est cohérent et de ne pas s'apercevoir une fois d'avoir acheté le vélo que là il y a un problème, on n'arrive pas. C'est très malheureux d'acheter un vélo quand même à plusieurs milliers d'euros, 5, 6, 7 000 euros. Puis au bout de 6 mois, on est tellement mal. Minimum quand tu veux un vélo qui ait quand même un certain look et qui soit performant. Exactement. Et donc du coup, au bout de 6 mois, la personne vient me voir et c'est navrant en lui annonçant, là le vélo, non, il correspond pas quoi. Il correspond pas parce qu'on n'arrive pas à aller chercher en fait le recul de selle. On n'arrive pas parce que la douille est trop petite, on n'arrive pas à remonter. Et forcément, la personne, elle a un beau vélo, mais elle pourra jamais s'exprimer pleinement avec ce vélo-là parce que la géométrie ne lui convient pas. Donc dans l'acquisition, il y a de plus en plus de magasins aujourd'hui qui ont pris en fait le biais. Donc soit ils font une mise en selle, donc ça permet de dégrossir quand même la position, ou de faire une étude posturale et dans cette étude posturale d'accompagner le client pour choisir le cadre. C'est le cas en fait de nos partenaires morphologiques qui ont fait le choix en fait de travailler avec nous et qui vont en fait pouvoir offrir ce service-là, qui vont pouvoir accompagner en tout cas leurs clients avec ce service-là. Et plus en fait on parlera quelque part de l'étude posturale et plus les cyclistes auront ce réflexe en fait de demander ce service pour valider l'acte d'achat du vélo. Ouais, je suis dans cette démarche effectivement. Suite à mon passage ce matin, cet après-midi, je vais t'envoyer les 2-3 vélos sur lesquels j'hésite et tu sauras tout de suite me dire celui-ci plus que celui-ci parce que justement tu pourras aller chercher les points qu'on a trouvés ce matin. Mais ma question, c'est, il s'est passé combien de temps entre l'idée de dire, nous, la position est importante, ça serait bien qu'on impacte le monde du cyclisme par le positionnement du cycliste sur le vélo, à je fais ma première étude posturale. Il s'est passé combien de temps ? Quand je vois le matériel, franchement, moi, j'avais jamais vu ça hyper pointu. Je me dis qu'il y a eu un laps de temps, tu m'as dit que vous aviez lancé en 2015, mais est-ce que l'idée de se dire, allez, on lance Morphologics est arrivée en 2015 ou est-ce qu'elle est arrivée 5 ans, 6 ans, 2 ans plus tôt et ce laps de temps a été nécessaire pour créer les outils et les tester? Alors, pour le Emeclite, en fait, c'était un... c'est le réglage des pédales. Le réglage des cales, en fait, il y a une espèce de monstre. Mon papa, donc Michel, qui l'a mis au point avec des collaborateurs. Donc, c'était un monstre qui faisait plus d'1 mètre de large. Et donc, du coup, il y a eu plusieurs itérations pour arriver à ce produit fini, là. Donc on l'a mis au point fin 2015. Donc 2015, historiquement, on crée la société. On arrive sur la dernière itération début 2016, on va dire. Et puis, au fur et à mesure, donc, de 2015 à 2020, grosso modo, on a développé donc Emeclite, on a développé donc, le ML Size pour mesurer les segmentations articulaires avec plusieurs itérations pour avoir un produit qui fonctionne aujourd'hui et qui soit fiable. Et puis, une table de réglage, parce que là, la table de réglage aussi est très importante, parce qu'une fois qu'on a fait le chemin en essayant d'être le plus précis possible jusqu'à la prise de cote, et le rapport de l'étude, on veut être aussi précis dans le réglage du vélo. Et donc, ça nécessitait en fait, de développer en fait, cette table de réglage qui s'appelle le ML-Right. Ouais, ça reste... franchement, allez sur le site, vous verrez, il y a quelques images de ça. Ça reste très impressionnant. Et d'où la précision, justement, des mesures qui sont prises et la répercussion sur les réglages. Et quand je vois également quels sont les outils que vous utilisez, je pense aux cyclistes professionnels qui, eux, cherchent la performance, cherchent les meilleurs outils pour être le mieux positionné possible, même si chez les professionnels, comme dans le cycliste lambda, tu as certains où 1 mm, ils sont perturbés, et d'autres où tu leur donnes un vélo, ils vont pédaler. Mais aujourd'hui, on rentre quand même dans des Formule 1 pour les professionnels. Comment est-ce que tu travailles avec les cyclistes professionnels ou les teams professionnels ?
Alors, on n'est pas tous égaux, comme on le sait. C'est vrai que même chez les pros, voilà, il y a des personnes, il y a des cyclistes en fait qui vont être au millimètre près. Si on leur bouge leur selle d'un millimètre, ils vont tout de suite le sentir. Et il y en a d'autres, c'est des forces de la nature, peut-être un peu bourrins aussi, mais voilà, ils appuient sur la pédale. Et bon, aujourd'hui, le niveau est tellement fin, comme tu disais, c'est tellement des Formule 1 que bon, on va quand même plus vers la finesse que d'y aller tout en force. Mais est-ce que vous avez un contrat, peut-être un deal avec une équipe aujourd'hui pour suivre les coureurs, optimiser la performance des coureurs via la position? alors, on a travaillé dans le passé avec, on a fait une intervention pour le réglage des cales avec la FDJ, on a travaillé avec Arkea Samsic, on a travaillé avec Nippo Delco. Là, on travaille plus avec des équipes de DN chez les amateurs. On n'a pas de contrat. Aujourd'hui, les équipes ont internalisé en fait ce service pour la plupart, notamment aussi après le Covid où c'était tout travaillé en huis clos. Donc ouais, aujourd'hui, non, on a plus de travail en direct avec toute une équipe, mais plutôt des individualités. Souvent, les équipes, eux, vont proposer un service mis à disposition du team. C'est ce que je te disais tout à l'heure, d'ailleurs. Le vélo, c'est aussi 50% dans la jambe, 50% dans la tête. C'est-à-dire que si tu arrives dans une équipe en disant moi j'ai la solution magique qui va te permettre de progresser, d'être bien sur ton vélo et de développer le plus de performances possible, si la personne n'a pas confiance dans ton approche, si la personne s'il n'y a pas une motivation intrinsèque dans l'acceptation de la proposition de position, ça ne peut pas fonctionner, absolument pas. Donc on n'a jamais été en frontal, on propose. Si les gens ont besoin, on est là, on les accompagne avec une approche technique, mais ça peut pas être imposé dans tous les cas. Et par contre, tu me le disais, il y a des professionnels qui viennent te voir pour le réglage des cales. Oui, aussi, oui. Voilà. Alors c'est vrai que le vélo, comme tu l'as dit, il y a des contrats avec des marques, donc ils n'ont pas forcément le choix de la selle de la marque, mais par contre peut-être de la largeur. Les chaussures, là, chaque professionnel roule avec ses propres chaussures, même s'il y a des contrats. Ils ont cette possibilité de choisir et donc d'avoir cette liberté-là. Donc là, tu peux intervenir sur justement le réglage de la cale. Mais selon toi, qu'est-ce que ta méthodologie pourrait apporter à un coureur cycliste professionnel? S'il y a des pros qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, qu'est-ce que ta méthodologie pourrait leur apporter? Mais la méthodologie, elle est réplicable, elle va être propre à chaque pied, ce qui va permettre en fait d'avoir le meilleur alignement, et le meilleur alignement représente en fait le fait de ne pas se blesser et le meilleur transfert d'énergie. Voilà. Et on va pas partir de la forme de la chaussure, ce que je disais tout à l'heure, des fois ça nous arrive de repercer les chaussures, parce que en fait la proposition de la fabrication de la chaussure, tu vois, une chaussure, en fait, quand ça sort d'usine, en fait, tu as d'abord une semelle qui va être moulée, et puis tu as la tige, donc la partie au-dessus de la chaussure qui va être collée. Suivant comment ça va être collé, suivant les tolérances hautes, tolérances basses, tu vas avoir des sérigraphies qui peuvent être décalées, tu peux avoir des trous aussi qui peuvent être décalés. Donc si tu te fies sur les sérigraphies par exemple pour te régler ta cale, je pense que tu peux avoir des surprises, quoi. Alors est-ce que ça existe toujours? Mais une époque était la mode où les grands champions, je ne parle pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais les grands champions d'avoir des chaussures de vélo à la forme du pied. C'est-à-dire que c'est vraiment un moule en fait. Mm-hmm. Quand les coureurs cyclistes professionnels mettaient leurs chaussures, c'était une chaussure unique puisqu'elle était faite en fonction de leur pied. Est-ce que là, c'est un risque ou c'est un vrai avantage d'avoir ce type de chaussures? Je crois même qu'il y a des marques, je ne sais plus quelle marque, je crois que c'est Lake qui fait encore ce système-là où tu reçois tes chaussures, tu les mets au four 20 minutes, elles sont un peu plus molles, tu mets ton pied, ça prend la forme. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je pense que c'est plutôt un avantage. Je pense que c'est plutôt un avantage si on va vers la customisation, notamment sur piste. Là, il y a beaucoup de fédés qui préparent les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, les sprinteurs, ils ont tous des chaussures qui sont customisées. C'est pas des chaussures de série. Ça, c'est une certitude. Je fais un petit clin d'œil à MG Custom qui est en Bretagne aussi, qui vient du patin roulette à la base, et oui, au final c'est la même problématique. C'est la même problématique, et au final en fait lui s'occupe aujourd'hui de beaucoup de fédérations, il a beaucoup de clientèle avec les fédérations, notamment de la piste, mais aussi des cyclistes pros sur route, quoi. Après, l'avantage, c'est que quand on a des chaussures comme ça dites customisées, les perçages, on les met où on veut. Donc à partir du moment où on sait où percer, où positionner la cale,
Voilà, on est libre de positionner là où on a besoin en fait de mettre le réglage, quoi. Tout ça est très très intéressant. On arrive sur la fin de l'épisode. William, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'on n'aurait pas évoqué ou un message que tu voudrais faire passer justement sur l'étude posturale de manière générale? De manière générale... Très précise. Hein, non, mais de manière générale, en gros, de toute façon, l'étude posturale, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plusieurs qui existent sur le marché, avec plusieurs résultats différents. C'est ça qui est ouf. Voilà, c'est qu'effectivement, en fonction de l'étude, comme tu l'as dit, tu n'auras pas la même position sur le vélo. Tu n'auras pas la même position suivant la proposition, mais par contre, ce que je voulais dire, c'est quelle que soit l'étude posturale que vous faites, laissez le temps au corps d'intégrer cette position et ne pas changer dès la première sortie. Parce que je vais suivre cette recommandation. C'est ce que je disais tout à l'heure, sans refaire le podcast. C'est vraiment laisser le temps au corps, comme si vous étiez en convalescence, de réintégrer en fait cette position et de pouvoir prendre aussi ce temps-là pour améliorer la perfection du geste. Et voilà, j'avais la petite anecdote avec Tiger Woods, qui golfeur professionnel, qui tapait en fait sur des places de 5, 6 et qui n'arrivait pas à monter sur le podium. Et il a disparu en fait du spectre du plateau international pendant 1 an et demi, et quand il est revenu, il gagnait tout. Oui, pourquoi ? Parce qu'il a désappris son geste pour réapprendre son geste. Donc là, on est même après l'étude posturale, là on est dans l'efficacité du geste. L'efficacité du coup de pédale, comment être efficient. C'est vrai que on en a parlé dans l'épisode, mais c'est tellement difficile d'être concentré et de bien comprendre son geste, ou si tu ne l'as pas incrémenté, tu ne fais qu'appuyer ou parfois tirer si ça monte, tu vois, s'il y a un peu de pente, tu vas te mettre à tirer, mais généralement tu ne fais qu'appuyer. Donc il faut vraiment aller sur l'efficience effectivement du fameux coup de pédale rond et non pas carré. Aujourd'hui, une personne, un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui a envie de travailler avec toi, William, et de consulter Morphologics justement pour son positionnement ou son réglage de cale, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut prendre rendez-vous ? Alors on a le site internet avec toute la liste en fait de nos partenaires, puisque en fait Morphologics, on a 2 bureaux en propre, un en Bretagne à Saint-Malo et un deuxième à Lyon, ici c'est en Lyon-Est à Bron, mais on a aussi une 60aine de partenaires en France et à travers le monde, donc vous allez retrouver en fait tous nos partenaires qui sont en fait sur le site internet. Eh ben, écoute, un grand merci pour l'heure qu'on a passée ensemble, on comprend un peu mieux aujourd'hui le bon positionnement sur son vélo. Un grand merci à toi pour ton temps, pour ta disponibilité et puis toutes les explications. Moi je vous invite à aller sur le site et à consulter justement Morphologics pour être bien sur votre vélo. Être performant ne veut pas dire tout de suite data, chronomètre, mais juste être efficace dans ses mouvements et se sentir bien sur son vélo. Voilà, un grand merci. Merci à toi, merci pour votre écoute. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste.